Avertine Zoï qui est avec nous. Est-ce qu'il est là? Voilà. Oui, je suis là, Marvin. Bonjour et bienvenue dans Caféine, une édition spéciale qui vous est consacrée. Toi, tu es un Yali. Est-ce que tu sais te présenter pour l'ensemble de tous ceux qui nous suivent aujourd'hui? Qui est Avertine Zoï? Qu'est-ce qu'il fait plus ou moins dans la vie? Et comment est-ce qu'il est devenu Yali? En quelle année? Merci, Marvin, pour cette opportunité que tu me donnes de m'exprimer sur cette plateforme. Je suis Avertine Zoï, comme tu l'as dit au départ. Je suis président d'une ONG qu'on appelle Espace Opoko, qui s'occupe de l'éducation des enfants issus des familles pauvres et les autochtones. Je suis également président depuis 2 ans d'une autre organisation qu'on appelle Tsaboula, c'est un nom antiqué qui signifie les nouvelles du village, qui regroupe toute la diaspora de ma communauté. Et ensemble, nous mettons à résoudre certains problèmes du village. Et voilà, Yali pour moi commence avec un constat, parce que je viens de Bambama, comme je l'ai mentionné. C'est l'un des districts les plus reculés de la République du Congo, donc dans le département de la Lekumu, où la majorité des politiques de développement le plus souvent n'arrivent pas. Et on est obligé de faire face à certaines situations nous-mêmes. On a, par exemple, j'ai constaté au départ que dans le milieu dans lequel j'évoluais, il n'y avait jamais eu un enfant autochtone, donc un enfant pygmée, qui soit allé jusqu'au lycée. Et pour moi, je trouvais ça anormal. Pourquoi des gens comme nous, donc bien qu'ils soient autochtones, avec une culture peut-être différente, n'arrivaient pas à accéder au lycée, par exemple, être associé dans certaines situations. Et donc, j'avais constaté que finalement, nous étions dans une communauté où les changements devraient venir du haut. Parce que dans beaucoup de pays africains aujourd'hui, c'est le gouvernement qui dicte les changements dans toutes les communautés. Et étant donné que j'ai grandi dans cette situation et que ça ne changeait pas, et j'avais commencé à réfléchir pour voir s'il y avait une possibilité d'apporter un changement, cette fois-ci, qui vient du bas. Donc, au lieu d'attendre que le gouvernement arrive pour apporter du changement dans la communauté, mais que la communauté s'organise elle-même pour apporter un changement. Et j'ai commencé avec la création de mon ONG en 2012. Et ensuite, j'ai suivi pendant longtemps toutes les campagnes du président Obama où il parlait de ce changement qui devait commencer vers le bas, ainsi de suite. Et lorsque je suis tombé sur le programme YALI, sur l'application du programme YALI, j'ai eu à lire et je me suis rendu compte que c'était vraiment un programme pour moi où je devais aller profiter de ces expériences-là, apprendre quelque chose et revenir au pays, apporter du changement que je voulais voir dans ma communauté. Et c'est en ce moment que j'ai rempli mon application, j'ai envoyé, j'ai été appelé à l'ambassade des États-Unis pour passer l'entretien. Le juge était là, Vanessa aussi à l'époque. Et ensuite, j'étais un jour à CBT dans un salon de coiffure et le coiffeur était en train de me coiffer. Et après, je vois un message qui arrive sur mon Gmail. Et quand je regarde, c'est congratulations, donc tu as été sélectionné. Tout de suite, j'ai dit au coiffeur, je te donne 2 minutes. Si dans 2 minutes, tu n'as pas fini, je sors et je m'en vais. J'avais envie de crier parce que c'était quelque chose de grand, pas pour moi, mais pour ma communauté. Et voilà comment le programme YALI commence pour moi. D'accord. Le programme YALI commence pour toi et vous êtes sélectionné, vous êtes nombreux. Combien êtes-vous à être sélectionné durant ta période? Je suis sélectionné en 2015 et il y avait, si je ne me trompe pas, 700 candidatures, donc 700 applications qu'il fallait sélectionner et retenir 5. Donc, nous avions été 5 à être sélectionnés à cette époque-là. Et il y avait trois hommes, j'aime pas dire garçons parce qu'on était déjà devenus des hommes, 3 hommes et 2 femmes. Et tu choisis quelle thématique finalement quand tu Effectivement, je choisis le civic leadership, donc le leadership civique, qui consiste, comme l'a dit mon prédécesseur, à trouver des solutions aux problèmes communautaires.
Et tu as combien de semaines de formation? Voilà. Donc, je suis sélectionné et ensuite, je vais aux États-Unis pour une formation de 6 semaines. Donc, j'ai passé 6 semaines à l'Université de la Virginie. Et ensuite, je suis allé à l'Université John and Mary à Williamsburg. Donc, on a fait 6 semaines intensives de formation sur beaucoup de thématiques, le fundraising, comment mobiliser les populations autour d'un problème. Et la chose la plus importante, c'est le concept design thinking. C'est en fait une méthodologie que j'appelle une méthodologie entonnoir qui consiste à décortiquer le problème d'une manière large jusqu'à trouver l'origine spécifique afin de s'attaquer réellement à la source du problème pour trouver une solution. Et ça, c'est parmi les cours qui m'ont beaucoup impressionné, que j'utilise jusqu'aujourd'hui. Et je n'étais pas seul à l'Université de la Virginie. J'étais accompagné de 25 autres jeunes venus un peu partout d'Afrique, du Kenya, des jeunes talentueux, exceptionnels, qui continuent à m'inspirer jusqu'aujourd'hui dans tout ce que je fais. Et après la formation, j'ai été parmi les 2 Congolais à être sélectionné pour passer un stage en entreprise. Donc, je suis allé au Colorado Springs où j'ai passé un stage à Pikes Peak Habitat for Humanity, qui est une organisation qui construit les maisons pour les pauvres dans l'État du Colorado. Et je crois que mon choix pour cette organisation était du fait de mes projets que j'ai par rapport aux problèmes de ma communauté, par rapport aux problèmes du Congo. Et je pense que nous avons besoin des internats pour des enfants qui viennent des villages, étudier dans des grands centres. Nous avons besoin des écoles. On a besoin de beaucoup de choses. Et donc, passer d'un stage dans cette organisation, c'était quelque chose de très bénéfique pour moi. Et là-bas, lorsque je suis arrivé, j'ai apporté quelque chose. Donc, j'ai écrit un plan stratégique, d'abord pour pousser les pouvoirs publics à financer les projets de Pikes Peak Habitat pour l'Humanité. Et ensuite, ça a été une bonne chose pour moi parce que ça m'a permis de rencontrer le gouverneur de l'État du Colorado, l'actuel maire aujourd'hui encore de la ville de Denver, le maire de la ville de Colorado Springs. Et à travers mes échanges avec eux, effectivement, ils ont accepté ma proposition. Et aujourd'hui, ces responsables ou ces pouvoirs publics contribuent aujourd'hui au financement de certaines activités de Pikes Peak Habitat for Humanity. Merci beaucoup, Albertine Zoï. On va revenir de toute façon sur ce que tu fais et comment est-ce que ça se fait dans la pratique. Avec tu opères dans quelle localité précisément? J'opère précisément au début. Donc, il faut parler en termes de début parce que j'ai commencé depuis 2012. J'ai commencé à Bambama, dans le département de l'Alikoumou, donc vers la frontière du Gabon. Et ensuite, j'ai avancé un tout petit peu au niveau de Sibiti parce que ce que je fais, on va en parler, c'est en fait accompagner les enfants que j'ai envoyés depuis l'école primaire et les accompagner durant tout le processus. Donc, on va en parler et je vais vous montrer comment on a pu évoluer jusqu'aujourd'hui. Et l'année passée, j'ai installé une représentation à Dolisie dans l'objectif de refaire les mêmes choses que je fais dans l'Alikoumou au niveau des autochtones du département du Niari. D'accord. On va prendre juste le prochain intervenant et on va revenir vers toi. Merci beaucoup. Je prends… Bonjour, Marvin. Oui. Alors, ma vidéo est désactivée. Elle est désactivée. Alors, on va essayer de l'activer. Voilà. Voilà qu'il est là avec nous. Alors, Albertine Zoï, le Yali que tu es, tu rentres dans ta localité, dans la pratique, comment tu mets en valeur tes compétences? Donne-nous un cas pratique qui a réussi. Oui, en fait, les cas sont énormes. Et je vais me concentrer sur l'essentiel. Donc, à mon retour de Yali, effectivement, j'avais la décision de pouvoir changer les choses dans ma communauté. Comme je disais dernièrement, avec les autochtones, il n'y avait aucun qui avait atteint le cap du collège, du lycée. Et donc, je suis allé sur le terrain avec ce que j'ai appris aux États-Unis, comme quoi, si tu veux demander aux gens de bâtir des pirogues ou des bateaux,
ne leur demande pas d'aller prendre les morceaux de bois et fabriquer les pirogues, mais donne-leur le goût de la mer. Et ils fabriqueront eux-mêmes leurs bateaux. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je suis allé sur le terrain. J'ai donné le goût de la réussite scolaire aux enfants autochtones. Et une fois le goût donné, j'ai assaini un peu le milieu parce que les autochtones étaient en difficulté du point de vue culturel dans des écoles. Parce que vous avez en face de vous des enfants qui n'ont qu'un seul t-shirt et une seule culotte. Ils jouent avec, ils accompagnent leurs parents au champ avec, et ensuite ils vont à l'école avec. Ça finit par sentir mauvais et ils sont rejetés par les autres. Donc j'ai mis en place des programmes de récolte de vêtements pour distribuer aux enfants autochtones. Et ensuite, la distribution de nourriture aux familles qui envoient les enfants à l'école. Et la première année, ça a été génial. Et aujourd'hui, je suis passé de 4 enfants autochtones à l'école en 2012 à 67 aujourd'hui, au moment où on parle. Et je peux souligner en disant que dans le district de Bambama, tous les enfants autochtones en âge d'aller à l'école sont dans les salles de classe aujourd'hui. Donc, c'est une réussite qu'on n'a jamais eue dans le district. Et pour ça, je dis un grand merci aux enseignants et Madame Odile, qui est la directrice de l'école primaire de l'Eliekama, pour son soutien par rapport à ce programme. Et ensuite, en 2016, nous avons eu les 2 premiers lycéens autochtones dans l'histoire de la communauté. Donc, depuis que le Congo existe, c'est seulement en 2016, à travers notre programme, que nous avons eu les premiers lycéens autochtones. Et ensuite, dans ma vision, l'objectif, c'était quoi? C'est qu'aujourd'hui, la réalité en Afrique, c'est que lorsque les entreprises chinoises arrivent en Afrique pour exploiter le bois, par exemple, on les envoie dans les forêts. Et le plus souvent, ce qui se passe, c'est que les gens avec lesquels ils signent les documents ne connaissent pas qu'il y a des autochtones dans ces forêts-là. Et ce qui se passe, c'est que les entreprises arrivent et chassent les autochtones alors que c'est des gens qui ne vivent que de la chasse et de la cueillette. Et donc, dans ma vision, il était question que les autochtones soient capables de défendre leurs intérêts dans 2 ou 3 ans. C'est pour ça que j'ai incité les 2 premiers lycéens autochtones à participer au concours des eaux et forêts. Et Dieu merci, l'année passée, ils ont réussi à leur concours. Et en ce moment où je vous parle, nous avons 2 premiers autochtones à Mosenjo qui sont en formation et qui vont devenir demain des gardiens de la faune et de la flore dans notre pays. Et ça sera pour la première fois dans le district de Bambama qu'on aura les autochtones qui vont travailler à la fonction publique. Donc, je vais citer comme ça des premières fois. Ça, c'est dans le cadre de l'association Espace Opoko. Et nous avons aussi réalisé une année où il y avait les taux de mortalité étaient tellement élevés auprès des enfants dans le district. Et je suis allé voir le directeur départemental de la santé. À l'époque, c'était le docteur Chocolat, qui est actuellement à l'hôpital de Pointe-Noire, l'hôpital à Cissé, je pense. Et le docteur Chocolat m'a expliqué en me disant que apparemment, il y a beaucoup d'enfants qui sont évacués de Bambama pour Sibiti. Et lorsqu'ils arrivent, on constate que c'est juste un problème de vers intestinaux. Et donc, c'est ce genre de problème-là qu'il fallait essayer de trouver des solutions et voir comment régler. Et toi, dans la pratique, tu as souvent été confronté à quoi? Est-ce que tu as souvent eu facilement de l'aide, de l'apport? Comment ça se passe en fait? De l'aide, de l'apport, c'est un peu difficile parce que jusque-là, je n'ai pas reçu une subvention de l'État ou d'un organisme comme ça. Je disais dernièrement qu'au niveau des États-Unis, j'avais appris un peu du fundraising, comment collecter les fonds. J'ai un site internet aujourd'hui où il y a quelques personnes qui donnent un peu d'argent. Et là où je travaille, j'ai des amis de temps en temps qui contribuent. Et il y a aussi beaucoup de collègues Yali qui, de temps en temps, financent certains de mes projets. Nous avons aussi quelques cadres de l'ambassade de temps en temps qui nous soutiennent d'une manière individuelle. Mais du point de vue finance, jusque-là, je n'ai encore rien reçu, malgré les rencontres plusieurs fois avec l'UNICEF, avec l'OMS, avec le programme des Nations Unies pour le développement, et ainsi de suite.
Maintenant, en revenant sur l'impact sur le terrain, je parlais tout à l'heure d'un problème où les enfants mouraient à cause des vers intestinaux. J'ai lancé un programme pour déparasiter toute la population du district et nous avons acheté des comprimés de mébendazole que nous avons distribués à toutes les personnes, à 7000 personnes au total dans le niveau du district. Donc ça, c'est avec mon association Espace Opoko. Et ensuite, avec l'association Tsaboula que je venais de lancer au départ, qui est une structure que nous avons mise en place, la diaspora du district. Nous avons réalisé pas mal d'activités aussi. En janvier 2018, par exemple, un vent violent a emporté la toiture du collège, de notre collège au niveau du district. Et bon, on a essayé d'écrire aux autorités pour voir comment régler les choses. Et après, nous avons eu vent comme quoi il y a des enfants qui partaient à l'école le matin et à chaque fois qu'il y avait un grand soleil, on arrêtait les cours parce qu'il n'y avait plus de toiture. Et en ce moment, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons rassemblé quelques jeunes de la diaspora du district et nous avons créé cette association-là à cause de cette situation. Et nous avons contribué chacun quelque chose. Et nous avons reçu l'aide du sénateur de notre district, nous avons reçu l'aide du député de notre district et nous avons réalisé la première chose pour cette association-là, la réhabilitation de notre collège qui permet aujourd'hui aux enfants d'étudier dans des meilleures conditions. Et nous avons eu dernièrement un problème avec l'ambulance qui était en panne. Donc, en partant accompagner un malade à Sibiti, l'ambulance est tombée en panne. Et je crois que c'est pour la deuxième fois que ça arrive. La première fois, le malade était malheureusement décédé. Et la troisième fois, l'ambulance est tombée en panne. Heureusement que c'était à côté d'une entreprise forestière. L'entreprise a aidé à transporter le malade et l'ambulance est restée là pendant 3 mois. Et nous avons fait comme d'habitude, nous avons fait des collectes pour réaliser cela. Maintenant, au niveau de Yali Congo, parce que je souligne que j'ai été président de Yali Congo aussi. Exactement, oui. Le président Welcome. Donc, avec Yali Congo, au départ, l'objectif pour moi, c'était que le nombre augmentait. Parce que lorsque vous suivez le président Welcome et les autres et mes prédécesseurs, vous voyez qu'à chaque année, le nombre s'ajoute. Parce que nous avons aussi des Yali qui viennent du centre régional de leadership créé par le président Obama au Kenya, qui apparemment, je pense, envoie, je crois, 8 ou 7 personnes 3 fois par année. Et donc, lorsque ces gens reviennent, ils deviennent des Yali. Donc, le nombre avait tellement augmenté qu'au sein de l'association, nous avons mis en place un programme pour nous connaître. Donc, nous avons créé, par exemple, sur Facebook, une rubrique à la découverte d'eux, où nous avons présenté les Yali. Ça a permis aux autres Yali de connaître qui était qui dans l'association et avec qui collaborer pour des éventuelles collaborations, j'allais dire. Et ensuite, toujours dans le cadre de l'association Yali, nous avons voulu mettre en valeur les connaissances de tout un chacun. Là, nous avons initié un programme où chaque Yali devait proposer une activité que nous devions accompagner. Voilà pourquoi nous avons, par exemple, une activité proposée par le jeune leader Ghislain Andélé, qui a proposé une activité que nous avons appelée « Les policiers ne sont pas nos amis ». C'était une activité qui visait en réalité à assainir un peu le climat qu'il y a entre notre police et la population. Nous avons mené des activités avec la police congolaise. Nous avons, avec nos collègues médecins, organisé un programme de lutte contre le VIH qui est parti un peu partout dans le Congo, jusqu'au nord du pays, dans des coins les plus reculés, où nous avons même fait des tests de dépistage dans des lycées comme à Sibiti, où on a fait un programme de sensibilisation de lutte contre le VIH-Sida avec l'appui du Programme national des Nations Unies pour le développement. Nous avons fait un programme de dépistage, nous avons dépisté les enfants. Certains enfants ont été testés positifs et en ce moment, le Programme national de lutte contre le VIH-Sida et la direction départementale de la santé ont fait le relais pour le suivre. Bon, ça, c'est au niveau de Yali Congo. Il y a tellement de choses. On va revenir sur ça tout à l'heure. Je vais prendre le prochain intervenant parce que le temps nous est imparti. Je vais prendre je voulais juste souligner que l'impact
à mon niveau n'est pas seulement au niveau national, parce que j'ai eu d'autres activités à l'international, dans d'autres pays africains particulièrement. On va revenir sur ça. Prendre Avertine Zoï qui est avec nous également. Nous allons revenir sur ce qu'il fait comme travail. Voilà. Avertine Zoï, s'il fallait faire des propositions exactes pour parfaire encore le programme YALI, toi à ton niveau, quelles seraient tes propositions? Concernant le programme YALI, je verrais surtout le programme RLC, Regional Leadership Center. Hein, les centres de leadership, c'est beaucoup plus de ce côté-là parce que vous avez, par exemple, au Sénégal, un programme YALI, mais en français. Donc, je pense que c'est quelque chose que l'ambassade des États-Unis au Congo devait prendre en compte, que nous n'avons pas les mêmes réalités un peu partout dans le pays. Les jeunes qui sont à Pointe-Noire, Dolisie, Brazzaville, ont la possibilité aujourd'hui de rentrer dans des centres de formation en anglais, apprendre la langue et s'inscrire au Mandela Washington Fellowship. Mais nous avons des jeunes aujourd'hui à Evo, nous avons des jeunes aujourd'hui à la Cabana, où il n'y a peut-être pas des centres de formation en anglais, mais c'est des jeunes leaders qui font des choses exceptionnelles dans leur communauté. Et je pense que le programme gagnerait à prendre certains jeunes qui ne connaissent pas parler anglais et les inscrire au centre de leadership au Sénégal où les cours, les formations sont en français. Est-ce que tu penses que vraiment tu es satisfait, toi, du parcours que tu as effectué avec YALI? Est-ce que tu es satisfait vraiment aujourd'hui de ce qui a été fait comme projet? Tu as quel sentiment? Un sentiment de satisfaction? En fait, comme j'ai souvent l'habitude de dire, que ça ne dépend, ce n'est vraiment pas surtout moi qui compte dans ces choses-là, c'est beaucoup plus ma communauté. Et lorsque je vois ce que ma communauté gagne aujourd'hui par rapport à ma participation au programme YALI, je peux tout simplement dire que je suis satisfait. Un conseil pour les jeunes dans le leadership, les jeunes Congolais qui te suivent sans un conseil pour les jeunes, c'est juste leur dire que le monde de demain aura besoin d'eux. C'est vrai qu'aujourd'hui, la situation est un peu difficile dans beaucoup de pays africains, la situation politique, sociale, économique et autres, mais qui ne baissent pas les bras, que c'est au contraire une période pour eux de se former afin d'être prêts à relever les défis du futur. Parce que d'ici quelques années, le pays aura besoin d'eux et on aura besoin des jeunes capables aujourd'hui de relever les différents défis que nous avons dans notre pays. 2 propositions pour les institutions. Pour les institutions, j'aimerais d'abord dire que la situation du coronavirus aujourd'hui a mis en lumière certaines limites que nous avons dans nos pays. Nous avons vu les difficultés sur les hôpitaux. Nous avons vu, c'est des problèmes qui existaient déjà, mais qu'on ne faisait pas attention parce qu'on était distrait. Et maintenant, le coronavirus est venu nous montrer des limites sur l'enseignement parce qu'on a vu ailleurs les enfants suivre les cours en ligne, alors que chez nous, c'était difficile. On a vu ailleurs le gouvernement faire des conseils des ministres en visioconférence, alors que chez nous, c'est arrivé en retard. Et dernièrement, je venais de voir que bien que nous ayons déjà le confinement et autres, nous continuons à avoir des cas de coronavirus qui viennent d'ailleurs. Et ces cas, c'est sans doute les gens qui nous apportent de la nourriture parce que au niveau de l'autosuffisance alimentaire, nous sommes encore très bas, au niveau très bas de l'échelle. Donc, le coronavirus aujourd'hui nous démontre que le style de leadership que nous avons toujours prôné a des limites, présente des limites aujourd'hui. Donc, il faut revoir cela. Et aujourd'hui, nous voyons que le gouvernement a du mal à demander aux populations des mesures barrières parce que les gens ne s'intéressent pas, les gens ne respectent pas. Et les gens ne respectent pas. Aujourd'hui, on remarque un peu l'incrédulité au niveau des réseaux sociaux. Les gens qui ne croient même pas lorsqu'on leur dit qu'il y a des malades du coronavirus. Et cela est dû à quoi? C'est dû au contrat social qui a été rompu aujourd'hui. Parce que le contrat social, c'est quoi? C'est que je te mets à la tête de l'État
et toi, tu t'occupes de nous. Mais les gens qui sont à la tête de l'État ne s'occupent pas des populations, le contrat social est rompu, et tout de suite, personne n'obéit plus à qui que ce soit. Et nous devons comprendre qu'aucune force au monde ne peut imposer une jeunesse à faire quoi que ce soit. La jeunesse doit être confiante envers ses dirigeants. Et aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est de réinventer un peu ce contrat social. Mettre à la tête de nos institutions des gens, ce que j'appelle des logothérapeutes, des gens qui sont capables aujourd'hui de donner une vision, des gens qui sont crédibles aux yeux de la population. Et je voulais aussi souligner que ce qui se passe actuellement dans plusieurs pays africains, c'est comme si tu achetais un iPod à un enfant de 17 ans et tu donnes l'iPod à un vieux de 75 ans et tu lui demandes de faire la playlist pour le petit de 17 ans. Alors que le vieux ne connaît même pas les artistes préférés du moment. Donc, il va mettre les vieilles chansons. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Cet enfant ne va pas aimer la musique qui sera dans l'iPod. Et aujourd'hui, il faut réinventer ce contrat social tout en associant les jeunes très brillants, comme Vanessa Metou d'ailleurs, que je salue au passage, qui a un leadership aujourd'hui capable de servir notre pays sur tous les plans. D'accord. Président Albertine Zoï, en tout cas, un dernier mot, juste un petit mot pour l'ensemble de ceux qui nous suivent. Mon dernier mot, c'est, je vais profiter de la plateforme parce que nous sommes sur la plateforme de l'ambassade des États-Unis. Vous me suivez depuis très longtemps. Vous voyez ce que je réalise au niveau de Bambama avec les peuples autochtones. Et plus le nombre des enfants augmente, plus je suis dans les capacités de faire certains programmes. Parce que vous voyez, au niveau de Bambama, les autochtones, c'est des gens qui n'ont aucune personne qui travaille, qui a un travail rémunéré. Donc, lorsque je prends les 4 lycéens, j'amène à Sibiti, je dois louer une maison pour eux, je dois les nourrir, je dois les soigner, je dois les habiller et je dois tout faire. Et les 2 qui sont à Mosenjo, la même chose, je dois les loger, je dois les nourrir, je dois les habiller et ça commence à peser. Et parfois, je suis obligé de travailler dur et prendre mon propre argent pour investir dans certaines actions. Yali Congo, c'est vrai, le président Obama nous disait que c'était un programme qui a été créé pour préparer une nouvelle génération de jeunes leaders qui seront appelés à façonner l'avenir du continent. Et ce que nous continuons à faire aujourd'hui, c'est exactement préparer ces nouveaux jeunes leaders. Aujourd'hui, nous parlons de la conservation de la faune, de la flore, de la conservation des écosystèmes, j'allais dire. Et aujourd'hui, je suis convaincu que ce combat de protection contre l'environnement ne peut pas être gagné si nous n'associons pas les peuples autochtones. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans l'éducation des peuples autochtones et je profite de cette plateforme pour lancer un message, non seulement au gouvernement américain, à l'ambassade des États-Unis, aux autorités congolaises, que j'ai déjà rencontrées à plusieurs reprises. Nous avons appris que la Banque mondiale a donné une enveloppe dans le département de la Kumu pour améliorer les conditions de vie des peuples autochtones. Nous voulons être associés dans ce projet pour essayer de voir qu'est-ce qui est réellement important pour ces peuples et ce qui ne l'est pas et continuer à travailler ensemble pour atteindre les objectifs que nous sommes assignés ensemble depuis le début de ce programme YALI que j'aime tant. En tout cas, merci beaucoup, Président Albertine Zoï. Et on espère qu'on en parlera encore en long, en large dans un prochain numéro. Pourquoi pas, parce que vous êtes les bienvenus. Vous êtes vraiment les grands leaders de ce pays. Beaucoup. Je reste disponible. On se dit vraiment. Disponible. Contactez-moi quand vous voulez et on en parlera. Merci. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. On va prendre le